Richard, et je donne enfin la parole à Monsieur Robillard pour le groupe SRC. Bien. Alors, simplement quelques minutes, parce que à l'heure qu'il est, on n'a pas forcément envie de prolonger les discussions. Si, on peut toujours discuter, mais bon. Alors, non, moi je crois, sur le dispositif lui-même, on sait que c'est un fusil à un coup, en tout cas qu'on ne peut pas le faire de façon très fréquente. Ce que je constate, c'est que quand on le fait sous les mandatures précédentes, on s'en félicite à droite, et qu'aujourd'hui, en tout cas à l'UMP, on le conteste. Je crois que ce sont effectivement des solutions qu'on retrouve, qui sont des solutions plutôt techniques pour remédier à un même problème qui est celui du pouvoir d'achat, que ce problème est aujourd'hui très clairement identifié, puisqu'on a connu une baisse du pouvoir d'achat moyen de 0,4% et qu'on aurait intérêt à s'interroger sur la répartition de la baisse pour les années précédentes, parce que les années précédentes, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Il a augmenté en moyenne, mais pas sur les catégories les moins aisées de la population. Mais on ne va pas rediscuter des problèmes d'inégalité salariale maintenant. Moi, ce que je constate, c'est que c'est une mesure qui est adaptée à une situation actuelle et qu'elle a été expérimentée par le passé, pas avec un total succès, comme il a été très bien montré, mais que c'est une mesure efficace, parce que quand on est quand même sur de l'ordre de plusieurs milliards d'euros qui sont remis dans la consommation, on est sur quelque chose qui pèse quand même de façon significative. Donc voilà la première observation. Après, je ne crois pas que ce projet doive permettre, ou en tout cas ça permet tout, mais doit être l'occasion de revenir sur l'ensemble de la politique sociale et fiscale. Je veux bien qu'on en discute, mais j'entends qu'on remet en cause le régime fiscal, ou plus exactement social, le forfait social, c'est une disposition fiscale, sur ces sommes. Pourquoi est-ce que cette décision avait été prise? Ça mérite d'être rappelé. Elle avait été prise parce que le constat est que certains employeurs, je ne dis pas les employeurs, je dis certains employeurs, choisissent aujourd'hui de payer des salaires sous forme défiscalisée, ou le plus possible défiscalisée. C'est évidemment le problème des paiements avec des actions attribuées à titre gratuit, c'est le problème des stock options, et c'était le problème d'une politique de l'intéressement et de la participation qui allait bien au-delà de ce qui est prévu par la nature même de ces institutions. Aujourd'hui, je me souviens que Valérie Rabault l'avait rapporté en commission finance. Elle avait expliqué que quand elle avait été recrutée comme cadre dans un établissement financier important, avec le salaire qui allait avec son niveau de responsabilité, on lui avait vendu un package dans lequel on lui donnait un salaire global qui incorporait sa participation et son intéressement. Et que quand on s'amuse comme ça à payer des salaires sous des formes défiscalisées qui échappent et aux cotisations sociales et à l'impôt, eh bien, il ne faut pas s'étonner que pour des questions d'équilibre de régime et pour des questions de fiscalité, on requalifie dans leur réalité ce que sont ces sommes. Et que, évidemment, quand on tire sur la corde, à un moment, elle casse. Bon. Sur les heures supplémentaires, on a tout dit, mais je suis étonné de revoir ce débat. On peut le rappeler, on a le droit de le rappeler et de tout rappeler, en disant que ça touche au pouvoir d'achat. Ça touchait au pouvoir d'achat, effectivement, moi je ne le nie pas, des personnes qui ont déjà un travail et qui, en plus du temps légal, faisaient des heures supplémentaires. Je trouve normal qu'elles soient rémunérées. Ça touche ce pouvoir-là. Bon. Mais allons jusqu'au bout. Où est la priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est de redistribuer? Parce que c'est ce qui se passe. Quel que soit le niveau de rémunération, des personnes, est-ce que c'est de redistribuer de l'argent de cette façon-là? C'est pas une politique d'État, ça. Alors, je rappelle quand même que ce qu'avait révélé l'étude d'impact du projet de loi de finances rectificative qu'on a adopté en juillet 2012, que les heures supplémentaires pour 1000 couples, ça représentait une économie, la défiscalisation représentait une économie de 8 000 €. Donc ça montre bien, alors évidemment c'est l'extrême et on ne peut pas réduire la partie au tout, mais il n'empêche que ça montrait cet effet qui nie la redistribution et qui est une négation d'une véritable politique. Le problème, c'est que ça coûtait aussi cette plaisanterie en pleine période de chômage, 4,5 milliards d'euros, et qu'à travers les dispositifs qui ont été pris, puisqu'on a maintenu les exonérations portant sur
sur les cotisations employeurs, c'est un abattement d'1,50 € si ma mémoire est bonne, sur les heures supplémentaires du côté des employeurs ayant moins de 20 salariés. Ça a été maintenu, ça. Mais ça nous a permis de faire une économie de 2,5 milliards. Ah ben voilà. Et donc, oui, ça a permis de faire une économie de 2,5 milliards. Alors aujourd'hui, chaque fois que la gauche propose une économie, elle est refusée, et on lui dit vous ne faites pas d'économie. Alors je crois qu'il y a un moment où on ne peut pas tenir un double discours où tout est critiquable selon qu'on fait un choix ou un autre. De toute façon, ce sera critiqué. Il y a un moment où, quand on recherche ensemble des solutions dans une crise qui est grave, eh bien, il faut faire preuve d'un minimum de bonne foi dans ce qu'on dit. Voilà. Merci, chers collègues.